Dans cette vidéo, on va parler de pratiques frauduleuses qui peuvent être pratiquées par les entreprises ou bien par certaines équipes. Malheureusement, c'est une monnaie courante dans les chantiers de BTP. On va pas parler de toutes les pratiques parce que sinon il nous faudrait beaucoup de temps, mais on va essayer de parler des pratiques courantes, mais qui peuvent être motivées par un gain direct que l'entreprise puisse se faire directement sur les coûts secs, soit parce que ça permet d'aller plus rapidement et donc de faire un gain sur le coût de la main-d'œuvre, ou bien parce que ça permet par exemple de se passer d'un élément qui est indispensable, ou ça permet de faire par exemple des économies sur le matériel, etc. Bien sûr, il y a un seul moyen de remédier à ça, c'est un contrôle, et pas seulement un contrôle ponctuel, c'est-à-dire pendant les points d'arrêt ou les points critiques, mais un contrôle vraiment continu qui permet de peut-être pas de raser complètement, mais au moins de diminuer un peu ces pratiques. On va commencer par le commencement, donc par les terrassements, parce que lors des terrassements d'un bâtiment, par exemple, souvent on a besoin des déblais issus de ces terrassements. On en a besoin pour faire le soubassement des dallages et aussi pour faire des remblaiements autour des bâtiments. Mais on ne peut pas réutiliser n'importe quel remblai. Il faudrait que ce remblai soit soumis à l'avis et à l'approbation du laboratoire. Donc, il faudrait que ça respecte un certain nombre de choses. Par exemple, il ne faudrait pas que ça comporte beaucoup d'argile parce que sinon, ça risque, par exemple, au contact avec de l'eau, de causer des gonflements. Donc, ils peuvent causer des tassements différentiels au cas où on le réutilise pour le soubassement du dallage. Donc, on ne peut pas réutiliser n'importe quel matériau, mais malheureusement, au cas où le matériau est conforme, donc ça pose aucun problème, mais au cas où le matériau n'est pas conforme, l'entreprise, elle va tout faire pour pouvoir le réutiliser et donc elle peut, à l'insu du contrôle, soit le réutiliser directement, soit, par exemple, présenter un échantillon d'un autre matériau uniquement pour avoir la validation, mais réellement, elle va réutiliser ce sol qui n'est pas conforme. Et ça, c'est très dangereux. Malheureusement, c'est quelque chose qui est pratiqué et ça permet d'économiser beaucoup à l'entreprise parce que si le matériau n'est pas conforme, il faudrait que l'entreprise fasse un apport. Donc c'est du transport, c'est un achat d'un matériau, etc. Deuxième élément qui concerne toujours les terrassements, c'est la mise en place d'un remblai qui généralement, par exemple pour le soubassement, ou bien également pour le remblaiement autour des bâtiments, qui doivent être mis en place par couche. Dont les épaisseurs sont définies en fonction de la nature du sol, en fonction des résultats escomptés, également en fonction du matériel de compactage, le compacteur utilisé, et également le nombre de passes d'ailleurs, il est défini. Donc tout ça, c'est défini par le laboratoire. Mais à l'insu du contrôle, l'entreprise, elle peut soit faire un compactage sans respect carrément de couche, ou alors avec couche, mais sans respect des épaisseurs, qui normalement varient de 20 jusqu'à 30 cm, mais l'entreprise, elle peut compacter en suivant des couches avec des épaisseurs très importantes, de 40, de 50, de 60 cm. Dans des cas extrêmes, l'entreprise, elle peut même mettre en place le remblai en vrac et puis venir compacter la surface uniquement. Bien sûr, c'est pas conforme et ça permet de faire des économies énormes à l'entreprise, mais malheureusement, c'est des pratiques qui sont très dangereuses, surtout quand il s'agit d'un soubassement, par exemple. Ça permet également d'économiser le matériel parce que donc moins d'heures de fonctionnement du compacteur et du matériel de terrassement, moins de consommation de carburant, moins de main d'œuvre, etc. Il y a également, concernant le ferraillage, l'entreprise, elle peut utiliser une nuance qui n'est pas la bonne. Et ça, c'est des éléments qui sont malheureusement difficiles à vérifier sur chantier. Pourtant, qui dit nuance dit limite d'élasticité. Et c'est un paramètre qui est presque définitif dans le dimensionnement. Donc, qui a une grande importance. Sur les bétons, la fraude, elle est presque sans limite parce que pour les bétons qui sont confectionnés sur place, ça va de l'utilisation d'agrégats qui sont pas conformes parce que généralement ça doit coûter moins cher.
par exemple un sable qui n'est pas conforme ou un gravier qui n'est pas conforme, etc. Ça peut aller jusqu'à l'utilisation, c'est-à-dire tricher carrément sur le dosage en ciment, parce que dans les chantiers de gros œuvres, c'est le béton qui constitue, le béton et le ferraillage aussi, qui constituent les principaux coûts. Donc, et le ciment, ça constitue un peu, en général, ça constitue le coût le plus important, en fait, le coût le plus important dans le béton. Donc, toute économie sur le ciment, ça permet de faire vraiment des économies énormes pour l'entreprise. Donc, elle va tout faire pour faire des économies à ce niveau-là. Donc, ça va de fraude, en fait, sur les qualités des agrégats jusqu'à carrément jouer sur les dosages du ciment. Bien sûr, il y a un contrôle naval, des écrasements d'éprouvettes et tout ça. Mais en fait, réellement, pratiquement, en théorie, ok, mais réellement, les choses se passent différemment. Il y a parfois des complicités entre le laborantin et l'entreprise. Donc, est-ce que l'éprouvette prélevée, est-ce qu'elle représente vraiment le béton utilisé ou pas? Enfin, sans trop rentrer dans cette histoire, il faudrait mieux faire des contrôles en amont. Pour le BPE également, ça peut aller dans des cas extrêmes également jusqu'à l'utilisation carrément d'un béton qui n'est pas conforme, carrément d'une classe différente, ou d'un béton qui est différent du béton préconisé. Par exemple, quand il s'agit d'un béton avec hydrofuge, on peut utiliser un béton sans hydrofuge, et c'est malheureusement des choses qu'on peut très difficilement vérifier sur place. On peut également, les entreprises également, ils ont recours lors de la confection des coffrages à l'utilisation des hydrocarbures à la place des produits de démoulage. C'est par exemple l'essence ou le gasoil qu'ils appliquent sur la paroi du coffrage, parce que ça permet de faire un décoffrage rapide, c'est-à-dire que la paroi elle colle pas sur le béton. Et ça, c'est pas conforme en fait, parce que ces hydrocarbures ils peuvent attaquer le béton armé. Normalement, il y a des produits spéciaux l'entreprise qui sont fabriqués pour cette fonction et que l'entreprise doit utiliser. Il y a également des pratiques concernant pour le ferraillage toujours, parce que c'est difficile de tricher peut-être sur les diamètres, parce que c'est des choses que les contrôleurs peuvent contrôler rapidement, mais les ferrailleurs ils peuvent jouer par exemple sur les espacements des armatures transversales. Donc, des espacements plus grands permettent de consommer moins de ferraillage et donc de se faire des économies sur la quantité de ferraillage et plus précisément sur les armatures transversales. Il y a également des pratiques frauduleuses concernant la longueur des attentes. Beaucoup de gens ils pensent que c'est presque un luxe d'avoir des hauteurs conformes des attentes. Pourtant, c'est ces longueurs minimales qui permettent un transfert sain, on va dire, des efforts des attentes vers cette élévation poteau-voile. Parce que sans respect de ces longueurs minimales, ça veut dire que les efforts ne seront pas transmis correctement de la partie inférieure vers cette élévation, et donc à ce niveau-là, on risque tout simplement un éclatement du béton. Donc c'est quelque chose qui est très important, malheureusement, sur lequel parfois on peut, en tout cas, essayer de faire de prévoir des attentes avec une longueur inférieure à la norme. On peut également avoir l'entreprise, elle peut également utiliser un ciment, par exemple, qui est périmé, soit parce qu'il était stocké pendant très longtemps, ou parce qu'elle était stockée pendant très longtemps dans des conditions pas conformes, et donc elle peut réutiliser un ciment qui n'est pas conforme. Elle peut également utiliser dans la confection de béton, et ça c'est très très courant malheureusement, l'eau issue des pluies, tout simplement, parce que parfois, faute de l'indisponibilité de l'eau sur chantier, parce qu'il n'y a pas de forage par exemple, ou en tout cas parce que l'entreprise elle a du mal à s'approvisionner, parce qu'elle achète de l'eau tout simplement, donc parfois elle procède tout simplement, elle intercepte les eaux issues de la pluie, mais c'est généralement une eau qui est sale, qui n'est pas propre.
Donc ils réutilisent ça dans la confection de béton, dans la confection des mortiers et tout ça, mais c'est pas nécessairement conforme. Il y a également des recours d'entreprise, par exemple quand il s'agit d'un mur double avec isolation. En fait, tout ce qui est caché, c'est souvent une source de fraude. Quand il y a par exemple une isolation qui est prévue à l'intérieur d'un mur double, parce que l'entreprise elle sait par exemple qu'à l'insu du contrôle, elle peut construire les deux murs sans mettre en place cette isolation, et comme c'est fermé, ça va être difficile par la suite de contrôler. Donc elle peut construire le double mur mais sans mettre l'isolation par partie. Dans ces doubles murs également, parfois on est obligé en fait de prévoir des attaches qui vont lier ces deux murs selon les hauteurs de ces murs, et avec une certaine répartition, c'est-à-dire avec un nombre minimal par mètre carré. Et justement, comme c'est des éléments qui vont être cachés, l'entreprise, elle peut procéder justement à la réalisation de ce double mur sans le respect de cette densité minimale, on va dire, des attaches. Il y a également, par exemple, quand l'entreprise, elle doit passer, concernant les lots techniques, quand elle doit passer des conduites, en tout cas des gaines, que ce soit des gaines électriques ou des canalisations eau potable par exemple, et que pour passer d'un point A à un point B, l'entreprise elle est obligée en tout cas elle doit passer sur un mur, soit sur un poteau, sur un mur, sur un voile, ou parfois sur une poutre carrément. Donc l'entreprise elle a la possibilité, parce qu'elle peut pas signer. Elle peut pas signer ce voile, elle peut pas signer ce poteau, c'est la structure, c'est presque sacré. C'est quelque chose, c'est des éléments qu'il faut jamais toucher. Donc, soit que l'entreprise elle est obligée de faire un linéaire plus grand, par exemple, en passant par la chape, en passant par le sol, donc par la chape, pour aller rejoindre le point B, ou bien il faut qu'elle fasse un linéaire beaucoup plus long parce qu'elle doit par exemple passer dans le plénum pour aller du point A au point B, et donc ça nécessite un linéaire plus important. Parfois également, à l'insu du contrôle, elle va tout simplement essayer de faire dessiner sur les voiles. Et malheureusement, c'est des pratiques qui sont très courantes. Et par la suite, elle va rapidement cacher ça avec les enduits. Et justement, en parlant des enduits, il y a également des pratiques frauduleuses qui sont couramment pratiquées au niveau des enduits. C'est quand il s'agit d'enduits sur les voiles, en tout cas sur tous les éléments en béton, on ne peut pas appliquer directement l'enduit sans préparation de cette surface. Donc il faut repiquer. Il faut repiquer parce que généralement, c'est des surfaces qui sont lisses par rapport aux agglos. Donc il faudrait les préparer en les repiquant pour les rendre un peu rugueux. Chose qui n'est pas souvent faite par les entreprises. Donc ils viennent, ils appliquent les enduits. Et le résultat, c'est que plus tard, cet enduit, il va commencer à s'enlever tout seul parce que il aura du mal à s'accrocher sur ce support qui est lisse. La deuxième pratique également, c'est la non-utilisation des grillages, parce que comme vous le savez, à chaque fois que vous avez un changement de matière, quand vous passez de agglo par exemple vers béton, ou du béton vers agglo, quand vous avez comme ça un changement de matière, il faudrait utiliser à la jonction de ces deux matériaux, il faudrait utiliser un grillage, et c'est ce grillage qui va permettre qui va empêcher l'apparition de fissures dans cette jonction par la suite. Et sans ces grillages, tôt ou tard, il y a des fissures qui vont apparaître, et malheureusement, c'est des choses aussi qui n'est pas couramment utilisées par les entreprises. L'entreprise, elle peut également tricher sur par exemple l'épaisseur du vitrage, parce que c'est quelque chose qui est très difficile à vérifier. De manière générale, on peut avoir des pratiques frauduleuses sur tout ce qui ne se voit pas, en particulier les incorporations, sur la qualité parce que l'entreprise, avant de commencer, normalement elle présente ces éléments pour validation, elle présente des échantillons pour validation ou bien fiches techniques, mais tout ce qui sera incorporé et donc non visible plus tard, l'entreprise elle peut par exemple utiliser une autre marque.
Il y a également des pratiques frauduleuses avant de couler le béton, il faudrait préparer le ferraillage. En particulier quand vous avez, par exemple, de la laitonce collée sur le ferraillage. Donc, il faut enlever, brosser, nettoyer. Et ça, c'est des choses qui sont pratiquement, ils sont couramment, zappés par les entreprises. Alors que c'est quelque chose de très important parce que c'est ça qui permettra une bonne adhérence entre le béton et le ferraillage. Parfois, le béton, il est mis en place, je dirais pas sans vibreur, mais mais avec une utilisation insuffisante du vibreur, parce que ça permet d'aller plus rapidement. Pourtant, le vibreur, il est important parce que c'est ça qui permet d'avoir une homogénéité de la pâte, du béton. On peut également avoir des reprises de bétonnage sans utilisation des produits de reprise. En particulier quand vous avez, par exemple, parfois la poutre elle est coulée en deux temps. Ou en tout cas, on est confronté pratiquement tout le temps à des opérations de reprise de bétonnage parce que, par exemple, au moment de l'exécution, il y a eu une rupture de livraison parce que la centrale à béton est tombée en panne, parce qu'il y a eu une coupure d'électricité, en fait, parce qu'il y a tel ou tel problème. Donc, parfois, on est obligé d'arrêter le bétonnage. Et donc, quand on va reprendre, c'est une reprise de bétonnage qui doit au minimum, qui nécessite au minimum l'utilisation d'un produit spécial de reprise de bétonnage. Il y a également la non-utilisation des produits de scellement. Par exemple, quand on a un linteau situé entre un élément ou deux éléments en béton, si on a par exemple un poteau de part et d'autre et qu'on va passer un linteau, on est obligé de faire un scellement de ce linteau pour une bonne adhérence entre ce linteau et le béton de part et d'autre. Et souvent, ces équipes peuvent ne pas disposer de produits de scellement dans le chantier. On a également parfois, et c'est des cas extrêmes, pour l'exécution des escaliers, vous pouvez avoir la dalle inclinée qui est en béton, mais les marches elles sont en maçonnerie. Au lieu qu'elles soient en béton, elles sont faites en maçonnerie. On peut également avoir, par rapport au béton toujours, on peut avoir, par exemple, si on est en train de couler avec un BPE, un béton prêt à l'emploi, et que pour une raison ou une autre, il y a une toupie qui a passé trop de temps, soit parce que elle est tombée en panne, par exemple, en route, ou bien parce qu'on pouvait pas couler le béton parce qu'il y a eu un incident sur place, etc. Donc, il se trouve que parfois, cette toupie, elle a passé beaucoup de temps entre la centrale à béton et le moment où on va couler. Donc, c'est un béton qui a commencé à faire prise. Et donc, tout simplement, les conducteurs ou les ouvriers sur place, ils vont rajouter de l'eau. Et ça tue complètement la résistance du béton. On peut également avoir, quand on décoffre, surtout les élévations, quand on décoffre les élévations, on découvre souvent des problèmes de ségrégation, notamment dans la zone nodale, dans la zone basse, on va dire, des poteaux, on a des problèmes de ségrégation. Mais c'est des ségrégations qu'il faut traiter. C'est-à-dire avec un produit de ragréage, il faut d'abord analyser le degré de cette ségrégation. Est-ce qu'elle nécessite, oui ou non, une démolition, un traitement, etc. Mais souvent, les ouvriers sur place, pour aller plus rapidement, ils vont tout simplement se contenter de cacher, pas de traiter, mais de cacher ces problèmes de ségrégation avec un simple béton. Donc, dès qu'elle décoffre, s'ils constatent tout de suite qu'il y a un problème de ségrégation, ils vont tout simplement essayer de cacher ça rapidement, un peu n'importe comment. Bien sûr, il y a beaucoup de pratiques frauduleuses malheureusement. Peut-être qu'il y a d'autres, en plus de ce qu'on vient de dire, peut-être qu'il y a d'autres pratiques, mais ça c'est un peu les pratiques les plus courantes et surtout les pratiques qui sont motivées par un gain rapide sur les coûts secs directs de l'entreprise. Bien sûr, le seul moyen de combattre ces pratiques, c'est vraiment d'assurer un contrôle continu et rigoureux tout au long des travaux. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à interagir avec moi. Si vous avez d'autres cas frauduleux aussi, et si vous avez des propositions, si vous avez des rectifications. Voilà, merci.